Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, les titres de ce journal. Volumineux, cerci et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté, mais ils pourraient bien avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent sur la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces participe à la sauvegarde de la faune et de la flore. On parlera également des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Ce 15 mai, les familles sont à l'honneur. Havre de paix, socle de toute éducation et de vivre ensemble en société. Tous ces avantages qu'offre la vie en famille sont aujourd'hui mis en lumière. L'objectif de la célébration de la Journée internationale des familles vise à inciter les gouvernements à concentrer leurs efforts sur la politique familiale. Ce 15 mai, toujours, les Nations Unies invitent chaque citoyen à faire savoir à ses gouvernants les problèmes que rencontrent les familles pour que les initiatives en leur faveur soient entreprises en vue de leur plein épanouissement. On s'intéresse à présent aux artifices qui relèvent la beauté des femmes et mettent en exergue leur féminité, les extensions de cils, très en vogue. Ces cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir leur visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, ces faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aliambossou s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Ultra sexy, ultra féminin, les faux cils constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de faux cils juste pour le lustre, pour le charme, histoire de m'embellir un peu quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux, pas changer un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinfecter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les faux cils ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des faux cils juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des faux cils, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les faux cils réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils.
Je le disais à l'entame de cette édition, de milliers d'espèces animales et végétales sont de plus en plus menacées de disparition dans le monde entier. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour, pendant que des millions d'autres restent encore inconnues. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Malheureusement, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat inquiétant que fait Amandine Aliambossou à travers son reportage. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, les gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, les gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. Merci à vous, Amandine Aliambossou, pour ce reportage. Une ville est un espace de concentration humaine qui participe au développement socio-économique d'un pays selon son statut ou sa taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Ouidah, Parakou et Abomey-Calavi. Mais comment naissent ces villes? Sont-elles planifiées comme pôles de développement économique? Des questions auxquelles Daniel Ronquevi, il est urbaniste, nous donne quelques précisions. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières.
Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Pévi urbaniste au sujet de nos villes qui doivent devenir des pôles d'attractivité économique et de développement durable. Actualité à l'international, les SFT sont en plein essor sur le continent africain. Cette nouvelle forme d'art numérique permet de vendre des œuvres en utilisant la même technologie de crypto-monnaie. Récemment, la vente d'une version NFT d'un ancien mandat d'arrêt contre l'icône sud-africaine Nelson Mandela a été vendue aux enchères. Le reportage de nos confrères de France 24. Au cœur de la ville du Cap, une petite société s'est imposée sur le marché mondial des NFT, les jetons non fongibles. Elle a vendu l'image en 3 dimensions du mandat d'arrêt de Nelson Mandela en 1961. Cette image est associée à un code unique sur Internet. C'est un certificat d'authenticité dans le monde digital. Si vous achetez une œuvre d'art, elle viendra avec un certificat d'authenticité qui prouvera d'où elle vient, quelle est son histoire, sa provenance. Ce certificat digital n'est pas interchangeable. Il est stocké dans un grand livre de données numériques incorruptible. C'est ça un jeton non fongible. Le jeton non fongible du mandat d'arrêt de Mandela s'est vendu à 113 000 €. Ces fonds permettront de rénover ce musée à Johannesburg qui est fermé depuis 2 ans. Dans les années 60, cette ferme servait de quartier général secret aux responsables de l'ANC. Nelson Mandela s'y est caché. C'est en hommage à ses camarades que ce fils de militant a créé ce musée, mais il a rapidement manqué d'argent. Alors quand on l'a approché pour lever des fonds sur Internet, il a tout de suite accepté. Cela permet de créer des répliques qui ont de la valeur, qui génèrent des revenus, alors qu'en fait, vous ne vous débarrassez pas vraiment des joyaux de la couronne. Le mandat d'arrêt original n'a jamais été vendu. Il fait partie des trésors de ce musée. Les membres du conseil d'administration ont hâte de commencer les rénovations. On va tout nettoyer. On va faire couper l'herbe, tailler les arbres et laisser la voix de Lilies Leaf revenir résonner aux oreilles des Sud-Africains afin de préserver notre héritage historique. Le musée de Lilies Leaf réouvrira ses portes au public dès que possible. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.